Rebonjour, j'ai été coupé par manque de batterie l'autre jour et finalement j'en profite. Finalement, il y a encore quelques idées que je voulais passer sur mon expérience de l'Afrique. Alors j'en profite d'être ici sur la côte de l'océan Indien, la côte près de Mombasa, donc sur l'océan Indien, une des plus anciennes villes euh, sur les côtes ici d'Afrique de l'Est, une ville, un port commerçant très ancien, euh, tout d'abord par les marchands arabes, essentiellement d'Oman, mais aussi d'Inde, et puis du Portugal. Voilà, j'avais quelques petits ajouts que je voulais faire par rapport à ma vidéo tout à l'heure, peut-être même aussi quelques précisions. Elle était longue, mais voilà, mais enfin voilà, c'est comme ça qu'on résume trois années ou 4 années de travail en Afrique. Voilà, alors ici à Mombasa, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pris quelques jours de vacances avec la famille. Alors mes enfants, je voulais surtout qu'ils voient un peu l'Afrique, parce que je ne sais pas si je pourrais jamais revenir. Je ne sais pas si avec l'économie qui va mal, j'aurai d'abord les moyens, mais aussi le temps, et j'ai envie de prendre le risque de faire des longs voyages. Je pense que ce sera de moins en moins possible. Donc je voulais vraiment leur faire connaître ce continent. Et donc nous sommes venus ici à Mombasa en phase finale de ce trajet. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai loué quelques jours pour se reposer après le travail et d'être resté un petit peu dans la brousse. Voilà, j'ai pris une chambre dans un petit hôtel au bord de la mer, très sympa, une sorte de l'équivalent d'un Club Med haut de gamme classique, sauf que ici évidemment les prix sont l'équivalent plutôt d'un moyenne gamme. Et ce qui est intéressant, c'est que on est les seuls blancs. C'est-à-dire l'hôtel est plein et on est les seuls blancs. Et un petit peu parce qu'on est hors saison, mais je vois même dans les autres hôtels, et j'ai vu lors du safari, que ce qui est très intéressant, c'est qu'il commence à y avoir un tourisme d'Africains en Afrique. Et ça n'existait pas il y a 15 ans. Ça, c'est un immense changement. Donc je crois que je l'avais dit. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, il commence à y avoir une classe moyenne qui commence à gagner suffisamment d'argent pour pouvoir s'offrir des vacances, comme le font les Européens, les Américains. Alors d'un côté, c'est évidemment le problème que je décris dans mon livre, c'est que le monde entier, parce qu'il y a des bons côtés à la globalisation, eh bien, par le commerce, gagne de plus en plus d'argent. Ça c'est très bien. Donc par l'éducation, parce que c'est ça l'élément qui a fait cette différence en Afrique, c'est qu'il y a maintenant 30 ou 40 ans de campagnes d'éducation qui ont fonctionné. L'école primaire est de meilleure qualité, l'école secondaire est de meilleure qualité, et accessible à de plus en plus de gens, de plus en plus loin dans les villages. Et donc, il commence à y avoir une partie de la population qui est de mieux en mieux éduquée. Et puis les élites, eh bien, elles ont envoyé leurs enfants à l'école. Tout d'abord, c'était dans les écoles occidentales, mais de plus en plus, c'est dans les écoles non seulement occidentales, mais asiatiques. Il y a beaucoup d'Africains qui font leurs études en Chine et ailleurs, mais aussi il y a aussi des très bonnes écoles et des très bonnes universités qui se développent en Afrique. J'en ai connu quelques-unes il y a 15-20 ans, mais voilà, aujourd'hui ça devient beaucoup plus fréquent. Grâce à Internet, l'accès aux informations il est de plus en plus facile et de plus en plus donné à tout le monde. Ça, c'est excellent. Et donc, il y a cette classe moyenne qui s'est développée. Classe moyenne pour donner un exemple, ici au Kenya, donc j'ai posé un peu des questions à différentes personnes. Bon, il faut savoir que c'est 50% de chômage malgré tout. Mais par rapport aux gens qui travaillent, le salaire moyen, il est de 500 euros par mois, c'est-à-dire l'équivalent du Portugal, c'est-à-dire plus que la Grèce. Et ça veut dire qu'il y a un pouvoir d'achat conséquent pour les gens qui travaillent, qui sont dans les affaires, dans le business, mais surtout aussi dans le gouvernement, dans le commerce, etc. Et donc c'était tout à fait intéressant de voir qu'ici, dans cet hôtel, eh ben, on était, ma famille et moi, les seuls blancs. Mes gamins, c'était les seuls gamins blancs qui jouaient avec les autres gamins noirs dans la piscine, etc. Et ça m'a rappelé d'ailleurs une expérience assez forte et intéressante que j'avais eue je crois que c'était en 95 ou 96, lorsque j'avais invité ma copine, mon amie suédoise Océ, à venir faire un tour avec moi en Côte d'Ivoire. Et que nous, comme on est assez roots, hein, moi aussi, comme
personnalité, voilà, on est allé plutôt que de toujours être au restaurant, machin, on est allé, on voulait faire des courses dans le marché, dans un des marchés d'Abidjan, où vont les habitants d'Abidjan. Et donc on est allé au marché d'Adjamé, et on s'est retrouvé tout d'un coup dans ce marché, on s'est regardé les deux. Moi j'étais grand blond, j'ai encore des cheveux blancs évidemment, malgré quelques coups de soleil. Elle, suédoise, physique de mannequin, blonde, grande, cheveux longs, très blonds. On s'est regardé, on regardait autour de nous, il devait y avoir 20 000 personnes, c'est un marché gigantesque, 20 000 personnes, tous évidemment ivoiriens, donc tous noirs. Et en fait, on s'est dit, ah ouais, voilà, ça c'est ce que probablement les premiers Africains qui ont débarqué en Europe pour travailler dans les années 50, 60, lorsqu'ils prenaient le métro et qu'ils étaient les seuls noirs au milieu d'une multitude grouillante de blancs, eh ben voilà, là on se sent totalement dépaysé, totalement à l'inverse, et c'était une sensation assez marrante. Alors évidemment aujourd'hui, pour un Africain ou pour un Noir, ou pour n'importe qui d'ailleurs, qu'il soit arabe, asiatique ou n'importe quel coin de la planète, s'il vient dans dans le métro parisien, évidemment il se sent parfaitement chez lui. En fait, il n'y a plus personne. Enfin, voilà, donc ça c'était voilà, une expérience assez marrante. Marrante parce que voilà, c'est bien d'être dépaysé, ça fait réfléchir, on se dit ah ouais, tiens, il se passe des choses. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça aussi. Et puis voilà, cette économie elle s'est développée. Je voyais ici aussi dans la ville les contremaîtres sur les chantiers des routes, etc. Il y a beaucoup de Chinois. On sent que la Chine, elle fait beaucoup, elle investit beaucoup. Je pense qu'elle gagne beaucoup d'argent aussi à investir en Afrique, mais que voilà, les rapports Asie-Afrique, ils sont un peu moins tendus et moins lourds par l'histoire que ceux de l'Europe avec l'Afrique, ou même de l'Amérique avec l'Afrique. Donc c'était très intéressant. Et donc je voyais mes gamins nager dans la piscine, donc je leur apprends bien sûr à nager très bien. Parce que moi-même, j'ai fait beaucoup de natation au niveau sportif quand j'étais gamin. Et je les vois nager d'ailleurs avec les Africains. Et ça aussi, c'est un truc intéressant parce que ça fait partie des stéréotypes qu'on apprend. C'est qu'en fait, une des choses que j'avais remarqué en Afrique, c'est que les Africains, les Noirs, ils n'aiment pas nager. Ça, c'était il y a 15-20 ans. Je me souviens d'être allé à Grand Bassam, au bord de la mer, encore en Côte d'Ivoire, mais aussi, c'était au Mozambique. Et je disais, allez, on va se baigner dans la mer. Et mes collègues africains, très sympas, ils me disaient non, non, moi je veux pas et tout. Puis au bout d'un moment, je leur tire le nez, je dis mais pourquoi tu veux pas? Est-ce que tu sais pas nager? Ils disent non, mais en fait, oui, voilà, je sais pas nager, mais en plus, dans la mer, dans l'eau, dans les rivières, il y a des monstres. Alors évidemment, je peux comprendre que culturellement, avec les crocodiles et éventuellement les requins qu'il y a dans la mer, il peut y avoir une culture très ancestrale de peur de l'eau. Et je me souviens même d'avoir fait de la pêche au Sénégal avec des pêcheurs et où tous les pêcheurs ne savaient pas nager. Hein. Ils me disaient tous, si on tombe dans l'eau, on est mort, on ne sait pas nager. Moi je dis, bah, c'est bon, moi je sais nager, mais vous êtes 15, ça va être difficile de vous ramener tous. Mais enfin voilà, il y avait ce truc. Et même en Europe, j'ai des amis qui sont d'origine sénégalaise et qui eux-mêmes disent à leurs enfants, pour montrer à quel point c'est fort psychologiquement, ces stéréotypes, qui disent à leurs enfants lorsqu'ils vont au cours de natation, tu lui dis, toi mon fils, ma fille en l'occurrence, tu ne vas pas nager parce que tu ne sais pas nager, parce que tu es africain et les noirs ne flottent pas. Et donc je leur disais, mais pourquoi tu leur dis ça? Je dis, bah, parce que les noirs ne flottent pas. Et donc ça montre à quel point il peut y avoir des stéréotypes qui sont même encouragés culturellement. Et en fait, évidemment, ça n'a aucun sens, évidemment. Je veux dire, je sais que par exemple dans les marines, notamment la marine américaine, on acceptait les Noirs, donc les Américains noirs, que dans des rôles subalternes, parce qu'on disait, voilà, les Noirs ont de très mauvais yeux, ils ne voient pas la nuit, etc. etc. Enfin, non-sens. Mais enfin voilà, c'est très intéressant de voir comment ces stéréotypes sont faits. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ces stéréotypes, justement, ils sont cassés, ils se brisent aujourd'hui, parce qu'on se connaît quand même un peu mieux. Il y a quand même, encore une fois, moi je suis contre le mondialisme, et je trouve que la globalisation, elle va nous amener dans des problématiques très lourdes, mais ça veut dire pas qu'en soi,
il n'y a que des choses mauvaises. Effectivement, ça c'est une chose intéressante, c'est que des stéréotypes se cassent. Donc je vois ici, ben voilà, les enfants africains, les enfants noirs, c'est essentiellement des Kenyans de Nairobi qui sont ici en vacances à Mombasa. Et ben, ils apprennent à nager, les adultes aussi. C'est génial. De la même manière qu'ils sont allés à l'école, ils sont allés à l'université, et qu'en faisant des études, ils ont pu montrer être tout aussi intelligents qu'un autre, tout aussi capables de faire des études supérieures. Simplement, voilà, ils ont été moins nombreux par le passé, donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de prix Nobel, etc., etc. Encore que les règles qui font comment on choisit un prix Nobel sont peut-être aussi biaisées culturellement. Mais enfin, voilà. Donc ça veut dire que ça change, et ça change de manière assez positive. Moi, je ne peux que m'en réjouir. Comme je l'ai déjà dit au précédent, je n'ai aucun racisme, j'ai aucune jalousie, et surtout j'aime la liberté. Donc si les gens ont la liberté d'apprendre, de faire des études, et de se développer intellectuellement, spirituellement, peu importe la manière, et s'élever à des postes qui les rendent, à des postes et des métiers qui les rendent heureux, je ne peux que m'en réjouir. Ensuite, je tempère ça par le fait de dire, est-ce que dans l'effondrement de la globalisation et de l'économie mondiale qui est en train d'arriver, à mon avis, est-ce que ces métiers, est-ce que c'est ce qui va vraiment nous permettre de survivre, de vivre correctement, de vivre bien, de vivre heureux? Ça, c'est la grande question. Mais enfin, je remarque avec bonheur que en Afrique, il y a du tourisme interne, il y a une classe moyenne qui s'est développée, qui fait vivre et qui aide et qui accélère le développement de ce continent. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Alors, voilà, donc je suis aussi content que ces stéréotypes soient brisés, parce qu'il y en a plein d'autres, hein, on les connaît. Je veux dire, c'est comme le fait de dire que les Allemands, c'est des bons ingénieurs, les Italiens sont des bons cuisiniers, les Français sont rouspéteurs. Voilà, il y a des stéréotypes. Qu'est-ce qu'il y a comme autre stéréotype? Les Suisses d'origine italienne, chauves, sont d'excellents amants. Qu'est-ce qu'il y a comme autre stéréotype? Non, mais ici en Afrique, c'est évident. Les stéréotypes qu'on a en Europe des Africains, c'est qu'ils sourient, ils sont un peu feignasses, je sais pas, ils ont des grosses bites, ils sentent fort. Non, bien sûr. Alors je peux pas les vérifier pour les grosses bites personnellement, parce que vraiment les grosses bites, ça m'intéresse pas vraiment. À part éventuellement la mienne, mais les autres, celles des autres, c'est pas mon truc. Voilà, mais en fait, voilà, tous ces stéréotypes, évidemment, ils sont à revoir, et je pense que c'est bien que les gens commencent à... Et moi, j'encourage, donc j'encourage surtout mes enfants, mais tous les gens que je connais, à valoriser les gens et à les juger. Le mot est mal choisi, on ne juge pas, mais à apprécier les gens en fonction de qui ils sont en tant qu'individus. Et bien sûr, la culture de laquelle ils proviennent, qui peut être des cultures uniques, mais ça peut être aussi des multicultures. Lisez à ce propos le livre Les identités meurtrières d'Amin Malouf. Les cultures peuvent être multiples. Moi, je suis évidemment de multiculture. J'ai une culture italienne, j'ai une culture francophone, j'ai une culture suisse et j'ai une culture américaine, par mon métier, par ma vie, etc. Donc voilà, je suis quadriculturel. Voilà, il y a des gens ici qui sont kenyans, ils sont issus de père et de mère de deux ethnies différentes, donc ils ont déjà deux cultures différentes. En plus, ils sont kenyans, en plus, ils sont africains. Et puis, voilà, ils peuvent avoir plein de cultures. Donc moi, je préfère juger les gens, les apprécier surtout, ou pas, ou ne pas les apprécier. On peut aussi ne pas apprécier les gens, mais en fonction de leur individualité, bien sûr, qui fait partie de culture. Mais pas par des stéréotypes ou simplement dire les Asiatiques, les Noirs, les Blancs, les Juifs. Pour moi, les Arabes, ça n'a aucun sens. Vous voyez? Voilà. Donc je suis content de voir qu'avec un peu plus de commerce, un peu plus de développement, ces stéréotypes aussi se brisent un petit peu. Voilà. Et donc voilà, ça m'amène à terminer peut-être ou préciser ce que j'avais dit tout à l'heure sur le racisme. C'est-à-dire que je pense que le racisme, que moi je définis comme la haine de l'autre, sur des bases ethniques ou raciales. C'est-à-dire pour moi le racisme c'est la haine. Donc je n'ai vu dans ma vie que 2 fois, dans toute ma vie, y compris 3 ans en Afrique, et y compris nombreux passages dans le métro parisien, je n'ai vu que 2 fois du racisme. J'ai voyagé dans pratiquement 80 ou presque 100 pays dans le monde. Je n'ai vu que 2 fois dans toute ma vie 2 exemples qui pour moi sont du racisme. Une fois, je me souviens à Genève, dans un McDonald's
je devais avoir 16-17 ans, en train de faire la queue, et il y avait un vieux monsieur, probablement un Suisse, il avait une sorte de regard haineux envers un type qui était d'origine indienne, donc d'Inde, et qui le regardait avec des grands yeux exorbités, mais avec un dégoût sur le visage, en train de dire mais pourquoi enfin, je sais plus ce qu'il disait, mais voilà, je me souviens dans ce regard, il y avait la haine, il y avait une haine de totale. Et voilà, ça c'était mon premier exemple de racisme. Et le deuxième exemple de racisme, c'était en Afrique, au Zimbabwe, où c'était dans un restaurant où une de mes clientes, on était plusieurs, mais une de mes clientes, une Zimbabwéenne d'origine blanche, était assise à table et le serveur, c'était un bon restaurant, mais souvent en Afrique, même dans les bons restaurants, la formation des gens, elle est pas non plus extraordinaire, mais surtout, voilà, et les gens, ils ont jamais peut-être eux-mêmes été dans un restaurant, donc ils savent pas forcément. Donc vous voyez, je me souviens que les serveurs étaient un peu stressés de mettre où est-ce qu'ils devaient mettre les cuillères, où est-ce qu'ils devaient mettre les fourchettes, etc. En plus, les pauvres, ils étaient en smoking, donc ils devaient avoir chaud, enfin, bref. Et je crois que la soupe est arrivée tiède et pas chaude. Et cette dame, je l'ai vue engueuler le serveur, mais comme du poisson pourri, en le traitant de tous les noms, comme si c'était sa faute, comme si c'était sa soupe, comme si... enfin, on ne traite pas les gens comme ça. Enfin bref, peu importe. Mais enfin voilà, j'ai vu, pour la deuxième et seule autre fois de ma vie, un vrai racisme fort, voilà, une haine profonde. Parce qu'en fait, pour moi, c'est ça le racisme, c'est une haine. La discrimination, raconter des blagues, avoir des stéréotypes sur les cultures et les races des gens, ouais, ça peut être plus ou moins drôle, ça peut être plus ou moins discriminant, ça peut être plus ou moins appréciable, j'en conviens. Mais pour moi, c'est pas du racisme. Si je raconte des blagues, je veux dire, pour moi, un Michel Leb avec ses blagues débiles, avec les grosses narines et machin, c'est pas très drôle. Mais pour moi, c'est pas du racisme. Et même quand le très controversé, mais génial, Dieudonné fait des blagues sur les colons juifs, etc. Bon, en l'occurrence, elle n'était pas très drôle, mais c'est une blague. Les mecs, faut se calmer, quoi. Péter un coup. Mais je comprends qu'il y a des sujets terribles, mais merde, quoi. Si on peut plus rigoler, si on peut pas rigoler, des races, donc des autres, des handicapés, des femmes. Qu'est-ce qu'il y a encore comme sujet qu'on peut pas toucher? Des religions. Ah putain, on peut rigoler de rien. Je veux dire, on fait quoi? On fait des rigoles. Voilà, après, c'est du comique débile, quoi. Donc, mollo les mecs, c'est pas du racisme, faut savoir rigoler de soi-même. Je veux dire, allez aux États-Unis et même, allez en Israël, vous allez voir les comiques du coin, comme aux États-Unis, il y a je veux dire, parmi les comiques les plus hard contre les blacks, il y a Richard Pryor ou Eddie Murphy, vous allez voir leur stand-up, ou même les stand-up plus récents. Ouais, je suis déjà un vieux schnock, pour moi mes références c'est déjà les années 70-80, mais si vous prenez des comiques récents, c'est des comiques, il y a des hispaniques qui se foutent la gueule des blancs, il y a des blancs qui se foutent de la gueule des hispaniques, il y a des noirs qui se foutent de la gueule des blancs, enfin c'est génial, moi je trouve ça super drôle, etc. Donc la discrimination, au fond, pour moi, c'est pas un gros problème. De la même manière que j'aime la liberté, par exemple même à l'embauche ou à l'entrée de boîte de nuit, si t'as pas envie de laisser rentrer un type parce qu'il a une tronche qui te plaît pas, quelle qu'elle soit, quelle que soit son origine, mais laisse-le pas rentrer, qu'est-ce qu'on a à foutre? Si t'as pas Moi j'ai embauché des Africains, beaucoup, en Afrique bien sûr, mais quelques-uns aussi en Europe quand j'ai bossé dans différentes entreprises. Je les ai embauchés sur un CV parce qu'ils avaient des bonnes compétences, etc. Alors ouais, je me suis posé la question, je dis le mec il est du Zaïre, enfin Congo, Zaïre Congo, Congo RDC. Bon, est-ce qu'il va avoir un comportement culturel? Est-ce qu'il va avoir des réflexes? Je ne sais pas moi. À Genève, en Suisse, qui vont me porter préjudice à mon travail. Je me pose la question, mais c'est normal. C'est comme si le mec il me dit, voilà, je suis suisse-allemand. Et je me pose la question, je dis, est-ce que le suisse-allemand, avec son esprit suisse-allemand, est-ce qu'il va me poser des préjudices? Ouais, je me pose ces questions. En l'occurrence, j'ai embauché l'Africain et pas le suisse-allemand. Ouais. Mais parce il avait certaines compétences que je préférais, en fait. Mais voilà, et il a fait du très bon travail. Mais c'est normal de discriminer. Je veux dire, moi je discrimine sans arrêt, hein, tout le temps. Je veux dire, quand je veux niquer une gonzesse, je discrimine. Hein. Si elle est chauve, grosse, avec une bite entre les jambes, je la nique pas, hein, parce que c'est pas une gonzesse. Donc je discrimine déjà entre les sexes. Ensuite, j'ai une préférence pour les blondes, je discrimine déjà entre les races. Ensuite, qu'est-ce que je peux encore raconter que je discrimine sans arrêt tous les jours? Déjà, je discrimine mes enfants et ceux des autres. Je veux dire, je préfère mes gamins. Donc, je suis beaucoup plus sévère avec eux.
qu'avec les autres. Je veux dire, les gamins des autres, je suis super sympa, hein. Les miens, je suis dur. Donc il y a ça. Et puis, je discrimine sans arrêt. Donc la discrimination, pour moi, c'est pas un problème, c'est pas du racisme. Alors peut-être ce que je dis là est contraire à la loi, mais j'en ai rien à foutre. Venez me chercher. Et puis voilà, donc moi j'aime bien ce genre de... j'aime bien vraiment faire la différence entre pour moi le racisme qui est la haine, et puis le reste qui est simplement le mode de vie, les relations entre les gens, etc. Voilà, qu'est-ce que je peux encore vous raconter? J'ai encore deux, trois choses que je voulais dire par rapport à tout ça. Alors tout d'abord, oui, dans l'autre vidéo et dans celle-ci, je parlais des choses positives, c'est-à-dire que de la richesse qui se développe en Afrique, du développement de l'économie qui est souhaitable, etc. Mais ce qu'il faut aussi dire, et c'est important, c'est que c'est pas évidemment total, c'est pas évidemment vrai partout, et c'est pas non plus malheureusement encore représentatif de tout ce que l'on voit ici en Afrique. Tout d'abord, il faut parler de la pauvreté. Ça reste un continent où il y a beaucoup de chômage, ça reste un continent où il y a beaucoup de problèmes. Moi, la pauvreté, évidemment, elle m'a marqué parce que les premières fois qu'on débarque en Afrique, on ne sait pas à quoi s'attendre. Alors évidemment, j'ai jamais vu les petits enfants en train de mourir de faim comme on a pu le voir à la télévision en Éthiopie, au Biafra, etc. D'ailleurs, quand on était gamin, on trouvait très drôle les blagues. Qu'est-ce que fait un Éthiopien quand on lui donne une baguette de pain? Il ouvre un restaurant. Voilà, ça c'est le genre de blague qui nous faisait marrer quand on avait 10 ans, 8 ans. Voilà, on en avait plein comme ça. Il y avait aussi celle du genre, elle n'est pas à l'africaine, mais genre combien de juifs tu mets dans une voiture? 40, 4 assis sur les sièges et les autres dans le cendrier. Voilà, ça c'était rigolo à l'époque. Aujourd'hui, tu dis une blague comme ça, tu dis ça sur un plateau télé en France, mais t'es mort, t'es grillé. Parce que tu as tous ces connards, ces professionnels de la repentance et ces professionnels du racisme qui viennent pour essayer de toucher du fric sur des conneries, etc. Putain, péter un coup, respirer, on peut rigoler de tout, voilà. Alors c'est peut-être pas drôle, mais on peut rigoler, quoi. Bref, on s'en fout. Puis ça dépend de la taille du cendrier. Alors ensuite, moi je me souviens, ce qui m'avait choqué les premières fois, c'est les premières fois que j'avais été au Cameroun, en fait. C'était où? C'était Douala? Ouais, c'était Douala, ou Yaoundé. Je me souviens plus tout d'un coup. Mais dans une de ces grandes villes, je crois que c'était Douala, vers la côte. Sauf erreur. Ouais, c'était vers la côte. Donc, voilà, je me souviens que cette grande ville, il y avait voilà, j'ai vu des morts dans la rue. Alors, tu passes en voiture et tu vois un mort par terre. Alors, je sais que ça n'a rien à voir par rapport à l'Inde, que l'Inde, c'est quelquefois pire. Mais voilà, je me souviens que c'était pas choquant, mais c'était marquant. J'avais vu ça, puis j'ai demandé à mon pote du coin, Guy, et je lui dis Guy, c'est un Africain, et je lui dis Guy, mais il dort là ou il est mort? Il me dit non, il est mort, ça arrive, voilà, c'est le matin très tôt, hier soir, il y a peut-être eu une bagarre dans la rue, alors peut-être qu'il s'est fait poignarder ou peut-être qu'il est mort de mort naturelle, voilà. Et bien sûr, quand on voyage dans les campagnes, déjà dans les banlieues des villes, on voit une pauvreté incroyable, on voit des hordes de gens, d'enfants qui essaient de vous vendre n'importe quoi, tout. Je me souviens au Nigeria d'enfants sur l'autoroute qui essaient de vendre ce qui est tombé du camion la nuit, hein. Donc là, en l'occurrence, c'était des livres de physique, des livres d'école. C'était assez paradoxal de voir un enfant qui essaie de vendre des livres de cours de physique sur une autoroute en allant à l'aéroport à Lagos. Très bizarre. Mais voilà, symptomatique de la démerde, mais en même temps aussi malheureusement de l'immense pauvreté qui existe encore dans ce continent. Et ce qui explique évidemment la migration qui est une sorte de colonisation qui est pas organisée comme la colonisation l'avait été au 19e siècle, mais voilà, une sorte de migration, de remplacement de population qui est en train de se faire en Europe, mais aussi aux États-Unis. C'est parce que voilà, il y a cette pauvreté immense avec une forte population. La transition démographique, elle commence en Afrique et elle va avoir son effet, mais elle va prendre encore 20 ou 30 ans. Je ne pense pas qu'on ait ce temps-là devant nous. Mais voilà, et puis voilà, cette pauvreté, il faut voir les bidonvilles que j'ai pu voir à Nairobi, Lagos, mais partout, mais bien sûr en Afrique du Sud, mais au Zimbabwe, ils sont impressionnants. Enfin, les gens vivent dans des conditions d'hygiène et de vie totalement impensables pour l'Européen ou l'Américain de base. Encore qu'aux États-Unis et en Europe, on commence à voir l'africanisation, ou je dirais plutôt, pour être plus juste, la tiers-mondisation de ces régions. Et donc voilà, on voit cette pauvreté qui arrive et qui est
aussi des gens du coin, d'origine du coin. Ce ne sont pas que les immigrés qui vivent pauvrement. Je veux dire, les plus pauvres, souvent, sont les Français en France déclassés, les Américains déclassés, qui vivent dans des roulottes ou sous les autoroutes ou en limite SDF ou dans des logements vraiment pourris, etc. Il faut bien aussi se rendre compte que l'immense pauvreté, c'est aussi des gens du coin qui n'ont pas été prêts intellectuellement par la formation, simplement parce qu'ils n'ont pas eu le privilège d'une famille, peut-être d'une éducation une famille qui les entoure, d'une bonne éducation, etc. C'est un immense échec de l'école et qui se retrouvent voilà, dans une pauvreté extrême chez eux, en Europe, aux États-Unis. Alors ça c'est un autre sujet, mais voilà, c'est aussi vrai. J'ai pu voir ça aussi depuis. Donc voilà, on voit dans des bidonvilles, des, des villes, des villages, même dans la campagne, dans des conditions extrêmement simples. Alors, dans l'autre vidéo, je donnais l'exemple des Maasai. Encore une fois, hein, je méprisais pas du tout quand je parlais de vivre dans le merde. C'est vrai, c'est juste qu'ils vivent avec les vaches. Donc les vaches font caca par terre, ils marchent dans les vaches, les maisons sont faites avec du caca de vache séché. Ok, c'est le niveau zéro. C'est pas exactement le niveau zéro du développement humain, puisqu'ils sont d'abord, ils sont très contents de vivre comme ça et ils souhaitent continuer à vivre comme ça. Donc c'est très respectable. En fait, c'est le niveau 1, parce que le niveau 0, c'est la vie de chasseurs dans les forêts équatoriales. Et voilà, c'est les tribus pygmées, c'est en Amazonie, en Indonésie, en Papouasie, encore quelques peuples vraiment premiers, comme je crois on dit, pour pas dire primitif, parce que primitif ne veut rien dire. Mais voilà, il y a pas mal voilà, le niveau 1, niveau 0, c'est la vie de chasseurs-cueilleurs dans la forêt équatoriale. Et il y a encore la possibilité de voir ça ici en Afrique. Il faut aller loin, mais on peut. Et c'est très intéressant parce que bah voilà, on se rend compte aussi qu'ils ne sont pas nombreux, parce que ce mode de vie ne permet pas, la civilisation ne permet pas d'être nombreux. Ça permet une petite culture voilà, indépendante dans un coin. Déjà, Maasai et autres cultures, on va dire pastorales, c'est déjà le niveau 1. Ensuite viennent les cultures agricoles, et puis ensuite c'est les villes et la civilisation qui démarrent, pour le meilleur et pour le pire. Parce que ça nous a aussi amené. Les Maasai ils vivent vieux et ils vivent bien. J'ai vu leurs dents. Les mecs ils bouffent que de la viande et du lait. Pas de sucre, donc ils ont des dents magnifiques. C'est vachement intéressant. Semble-t-il, ils vivent assez vieux, malgré les conditions d'hygiène, etc. Donc tout ça pour dire que le stade ultime du capitalisme, comme dirait, pour reprendre Lénine, ou le stade ultime de la civilisation, ça peut aussi finir dans le bidonville. C'est-à-dire que voilà, c'est la phase, je sais pas, 10-20, en partant du 0, du 1 jusqu'au 20, je sais pas, et ben, la phase ultime, c'est le bidonville, c'est-à-dire qu'on a une société qui s'est stratifiée, j'en reparlerai, c'est mon point final de ce matin et de ces vidéos, c'est qu'on a une société qui se stratifie et les plus pauvres, les plus malchanceux, les plus démunis, les plus incapables aussi, les plus... voilà, eh bien, ils se retrouvent tout au fond c'est plus la merde de vache, c'est la leur. Parce qu'il faut voir les conditions d'hygiène de ces bidonvilles. Donc, voilà, et puis aussi la violence. C'est un continent avec beaucoup de violence, comme bah, voilà, les Africains sont des hommes, des êtres humains, comme tout le monde. Et donc, ils ont leur violence ethnique, leur violence politique, leur violence guerrière. Et bien sûr, voilà, on a tous en tête ce qui s'est passé au Rwanda. Moi, j'ai personnellement vécu des émeutes suite à une élection, je l'imagine, truquée au Togo. C'est pour ça qu'en fait, on évitait toujours les périodes juste avant et juste après. De toute façon, il n'y avait pas de business qui se signait à cette période-là, mais enfin, voilà, ça nous était arrivé. Et puis, j'avais aussi eu beaucoup d'amis très proches qui ont subi de plein fouet le coup d'État, je crois que c'est en 98, du général en Côte d'Ivoire. Enfin bref, on a pu voir quand même pas mal de violence. Et puis voilà, les gens, je me souviens qu'au Nigeria, pour l'équivalent de $50, tu fais tuer quelqu'un. Quelqu'un de pas important, hein, mais si tu as un concurrent dans les affaires pour $50, ce qui est quand même une somme, mais enfin pas énorme, tu fais tuer quelqu'un par la mafia locale et voilà. Et c'est du business, comme un autre. Donc il y a quand même une violence, donc ça c'est important, une violence qui est par exemple pour nous Européens, moins pour les Américains, mais pour nous Européens, nous ne sommes absolument pas confrontés. Et c'est vrai qu'avoir importé des cultures qui sont habituées à cette grande violence, pas tous les jours, mais qui sont capables de la concevoir, dans un monde qui n'est plus capable de concevoir la violence, un monde décadent, bien sûr, parce que la violence c'est quelque chose de fondamental et qu'il faut avoir, en tout cas à l'esprit, qu'il faut savoir planifier, même si on ne souhaite pas la donner, bien sûr. Moi, je ne souhaite pas du tout la violence,
ni la vivre, ni la donner, ni la subir, encore moins la subir. Ça va poser des problèmes. On a vu en Suisse avec les populations des Balkans, qui au demeurant, contre lesquelles je n'ai rien en soi, mais c'est vrai que quand quelqu'un était habitué à voir la mort, la violence, la viol, la sauvagerie, etc., plus une culture qui est celle qu'elle est, lorsqu'on arrive dans un pays super pacifique et peu habitué à la violence, bien que armé, bon, il y a eu des problèmes. Voilà, il y a eu des problèmes faibles, heureusement, et très petits et très continus, et de l'ordre de l'individu, pas de la masse. Mais voilà, quand on voit des pays comme l'Angleterre ou la France, où tout d'un coup il y a des masses gigantesques qui forment des villes dans les villes, même parfois des États dans les États, des territoires autonomes, et que ces gens sont habitués à la violence, ça posera un problème. Ça posera un gros problème. Voilà. Et finalement, pour conclure, je voulais expliquer aussi pourquoi mes voyages en Afrique ont été une source fondamentale d'inspiration pour l'écriture de mon livre et tout ce qui m'a amené à me dire, putain, il faut se barrer des grandes villes, il faut se préparer à un effondrement économique. C'est qu'en fait, quand je suis arrivé en Afrique la première fois, je me suis dit, un jour, l'Afrique, elle sera comme nous, elle sera comme l'Europe. C'était quand même une approche assez petit blanc, ethnocentrique, culturocentrique, en me disant, voilà, le top du top, j'avais 24 ans, hein, donc j'espère que j'ai une circonstance atténuante. Mais je me disais, voilà, le top du top, c'est d'être européen, comme en Europe, avec une civilisation, avec des TGV, des avions, bouffer au supermarché, etc. Dans un sens, c'est arrivé ici. Et l'avenir, c'est forcément linéaire, l'histoire est forcément linéaire, et donc forcément, l'Afrique, un jour, sera comme l'Europe, les États-Unis. Et puis, forcément, c'est impossible, mais forcément, j'ai regardé, en regardant un peu les choses, après 3-4 ans, j'avais commencé à me rendre compte, je me souviens que je l'avais dit à mes collègues déjà en 98, 99, je l'avais dit non. En fait, l'Afrique, c'est le modèle du monde futur. Parce que, d'abord, on est trop nombreux. À l'époque, on était même pas 6 milliards. Mais déjà, on se rendait compte qu'on allait être trop nombreux. Et que quand on est trop nombreux, il n'y aura pas de boulot pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas les flux énergétiques pour tout le monde. Et puis, ça ne va pas assez vite. Et donc, la société, elle va se stratifier. Et en Europe, en gros, il y a les très très riches, il y a des riches, il y a une classe moyenne, et puis il y a un tout petit peu de pauvreté. Cette pauvreté grandit énormément et est en train de réduire la classe moyenne. Mais ici en Afrique, les strates sont simples. Il y a des très riches, il y a une petite classe moyenne qui heureusement a grandi, et puis il y a des très très pauvres, point. Mais c'est la majorité. Et de plus en plus, ce que l'on voit, c'est que le modèle, je dis un modèle africain, c'est injuste, parce que c'est le modèle tout simplement du tiers-monde. Voilà, c'est pas du tout un modèle particulièrement africain. C'est une erreur que je dis là, donc excusez-moi. Mais je veux dire, voilà, il y a un modèle de tiers-monde. Mais si vous mettez un petit peu, et j'ai pu ressentir ça en me mettant à la place, puisque par défaut, quand tu voyages en Afrique pour une grande multinationale et que tu es super bien payé, en fait, tu es l'équivalent d'un très très riche. Et donc tu fréquentes des très très riches, soit dans les 5 étoiles, soit parce que c'est tes clients, des ministres, des gens comme ça. Donc j'ai fréquenté des ministres, des grands chefs d'entreprise africaines, etc. Quand tu es très très riche en Afrique, tu as immensément plus de pouvoir qu'un très très riche aux États-Unis, en Europe. Parce qu'aux États-Unis et en Europe, il y a encore des lois. Et même les très très riches, ils finissent en tôle aux États-Unis, un peu moins en Europe. Et même des très très riches, ils ne peuvent pas tout acheter. Ici, en Afrique, bien sûr que tu peux tout faire. Tu peux tout acheter. Je veux dire, quand tu vois le mode de vie de certains dictateurs comme Mobutu ou Mugabe, ils achètent tout ce qu'ils veulent. Ils achètent n'importe quoi. Et ils obtiennent par le pouvoir totalement tout. C'est plus qu'un roi absolu, bien plus. Je veux dire, Louis XIV, c'est un joyeux fanfaron par rapport à un Mugabe ou un Mobutu. La puissance des gens très très riches et très puissants, elle est gigantesque en Afrique. Ils ont le droit de vie ou de mort sur n'importe qui. Et de manière très simple. Alors, quand vous êtes un très très riche en Europe, aux États-Unis, et que vous voyez vos collègues africains très très riches, que vous rencontrez forcément, parce que ces gens, les très très riches africains, ils vont à New York, ils vont à Washington, ils vont à Paris, ils vont à Bruxelles, ils vont à Londres, et que vous comparez leur mode de vie, la puissance qu'ils ont par rapport aux pauvres africains, et que vous comparez, le pauvre français, il est capable d'aller casser les couilles aux riches français et de lui dire gna gna gna, on va te piquer du fric. Je veux dire, pour le riche français, pour le très riche français, c'est intolérable cette effronterie, cette outrecuidance. Donc que le monde se tiers-mondise, en fait, c'est vachement intéressant et vachement bien pour les très très riches.
Je parle du moins de 1% de la population. Hein. C'est très, très... Même les riches des riches. Je veux dire, des fois, j'entends des gens qui disent « Ouais, tu gagnes 2000 euros, t'es riche. » Je veux dire, vous avez rien compris, les mecs. Vous avez rien compris. Un riche, c'est quelqu'un qui gagne, je sais pas, 2 millions d'euros par mois. Un très riche, hein. C'est pas moi, hein. Mais voilà. Donc il y a, à la limite, inconsciemment, une volonté ou un encouragement de la tiers-mondisation du monde. Moi, je ne crois pas au grand complot, que tout le monde... Je suis pas convaincu par ça et j'en ai pas les preuves. En revanche, que des gens très très riches me disent « Ah putain, en Afrique, c'est vachement bien parce que là-bas, au moins, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. » Ça, j'en ai entendu. J'en ai entendu plein me dire ça. Ça ne veut pas dire qu'ils vont œuvrer pour, mais simplement que, voilà, ils trouvent que c'est bien, que c'est naturel. Que le modèle chinois ou le modèle tiers-mondiste, c'est un bon modèle pour le futur. En tout cas, c'est un bon modèle pour eux. Alors évidemment, à l'époque, j'étais assez neutre, je regardais ça avec des grands yeux, j'écoutais. Maintenant, je me rends compte que c'est ignoble parce que ça va nous amener tous dans une grande, grande merde. Et puis que moi, probablement, je ne vais pas être chez les très, très, très riches. Je vais être plutôt m'en prendre plein la gueule comme vous tous. Donc, voilà. Et donc, avoir une population qui est de 1% de gens qui ont du pouvoir, qui tirent les ficelles des commandes, et dans un semblant de fausse démocratie naïve, bête et idiote et molle par l'abrutissement et la télé, c'est bien possible que c'est le modèle. Qui est une classe moyenne de 10-15% qui fasse tourner les machines, et puis 80% de la population qui vit dans une pauvreté sordide, ça c'est le modèle du futur. Et même si ce qu'il faut faire gaffe, c'est que s'il y a un effondrement économique, que celui-ci ne soit pas utilisé pour nous transformer dans ce modèle-là. C'est en fait la théorie et la vision de Michel Drac. C'est vrai qu'elle a aussi du sens. Moi je crois que l'effondrement économique, alors peut-être c'est parce que je suis optimiste et que lui est pessimiste, l'effondrement économique va nous amener à mieux réfléchir sur le monde que l'on veut avoir et nous ressaisir sur des modèles plus sains. Lui, je crois qu'il est pessimiste et voit que l'effondrement économique, subi ou pas, il sera peut-être pas total et que malheureusement on va avoir, c'est une stratification de la population dans cet ordre-là, donc 1% de très très riches qui ont tout, 15-20% de la population qui fait tourner le monde, qui fait tourner la machine avec finalement peu de ressources. Et puis 80% de la population, c'est-à-dire 7-8 milliards de gens, qui n'ont rien, qui sont juste bons à crever et qui ne consomment rien, puisqu'ils ne consomment plus de l'essence, du pétrole, etc. Donc c'est un monde totalement différent. C'est un modèle d'oligarche, de plutocrate. Voilà, c'est bien possible. Et donc voilà, c'est le monde horrible de demain qu'il faut éviter à tout prix. Et voilà, mon boulot, c'est pas de vous dire comment le faire, je ne sais pas comment l'éviter. Moi, ce que je sais, c'est que si chacun, en tant qu'individu, on se prépare un petit peu, qu'on est prévoyant, qu'on fait ce que j'écris dans mon bouquin, donc mettre en place notre base autonome durable dans notre tête, dans notre corps, dans notre lieu de vie, etc., pour nous, notre famille, puis plus tard l'étendre à nos voisins, à nos collectivités, et peut-être même à notre pays. On peut s'en sortir dans un monde juste et sain, et c'est ce que je souhaite pour tout le monde, et particulièrement mes enfants. Mais c'est vrai que voilà, quand on voit le modèle et qu'on fait l'addition des facteurs en jeu, et qu'on voit la faiblesse des solutions, voilà, force est parier que ça va être difficile. Donc c'est pour ça que je tenais à faire ce petit témoignage, d'une part sur place, parce que je crois que je n'y viendrai plus jamais dans ma vie, donc voilà, je profite du soleil une dernière fois. Mais je crains que voilà, le monde de demain, voilà, ça va être difficile, il va falloir se battre. Donc ce sera sûrement un sujet d'un autre livre sur comment on va pouvoir se battre, politiquement, physiquement et tout. Mais voilà, je tenais à faire un petit témoignage pour donner mon avis, une certaine forme d'amour de l'Afrique, une certaine forme certainement d'appréciation. Amour est un mot trop fort, et puis voilà, moi j'aime mon pays, la Suisse, mais j'ai une affinité émotionnelle forte avec l'Afrique, les Africains en général. Et donc voilà, je voulais témoigner de cela. Et puis donc voilà, j'ai fait mes 3 vidéos, un peu longues, surtout les 2 dernières. Mais voilà, je tenais à faire ceci. Donc je vous laisse de Mombasa, sur la côte de l'océan Indien au Kenya. Et puis avec un peu de chance, Inch'Allah, une autre fois peut-être en Afrique. Peut-être un jour j'irai au Sénégal, visiter des amis. Mais je crois que voilà, c'est probablement un des derniers voyages. Donc je tenais à vous saluer. À très bientôt et prenez bien soin de vous.